Avant le lever du soleil, derrière l'une des maisons les plus riches de France, une femme de ménage entendit un son que personne d'autre n'était censé entendre, les pleurs d'un nouveau-né provenant de l'intérieur d'une poubelle. Elle fit ce que tout être humain doté d'un cœur aurait fait. Elle sauva l'enfant. Mais en quelques minutes, elle passa de sauveuse à suspecte, enfermée, licenciée, accusée par un milliardaire qui refusa de la croire. Ce qui suivit ne fut pas seulement un combat pour la justice, ce fut une bataille contre le pouvoir, les préjugés et un secret pour lequel quelqu'un était prêt à laisser un bébé mourir. Restez jusqu'à la fin pour découvrir ce qui se passe ensuite et partagez avec nous la région du monde d'où vous nous regardez. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne. L'air du matin à Neuilly-sur-Seine, en Île-de-France, était vif et impitoyable, ce genre de froid qui traverse les vestes trop fines et s'installe profondément dans les os. Mélanie Dubois travaillait au domaine Sinclair depuis assez longtemps pour en connaître les rythmes. Couloir silencieux. Marbre poli. Un silence qui appartenait à la richesse. Elle terminait son service matinal, poussant les bacs à ordures derrière la cuisine du domaine, lorsqu'elle l'entendit. Un son si faible qu'il passa presque inaperçu. Un cri. Mélanie se figea. Son cœur battait à tout rompre tandis qu'elle suivait le son vers l'allée de service. L'un des bacs tremblait légèrement. Elle souleva le couvercle et le monde s'arrêta. À l'intérieur se trouvait une petite fille nouveau-née, enveloppée dans une fine couverture d'hôpital détrempée par le froid et l'humidité. Ses petites lèvres étaient bleues. Sa respiration, faible. Ses paupières papillonnaient comme si elle luttait contre le sommeil ou contre la mort. Oh mon Dieu, murmura Mélanie en tendant les mains, tremblantes. Bébé, n'abandonne pas. Pas comme ça. Elle pressa le nourrisson contre sa poitrine, la glissant sous son manteau, sentant le froid anormal s'infiltrer jusque dans sa propre peau. Il n'y avait pas le temps de réfléchir. Elle courut. Elle n'alla pas loin. Deux agents de sécurité du domaine lui bloquèrent le passage. Leurs expressions se durcirent aussitôt qu'ils virent le bébé dans ses bras. Qu'est-ce que vous croyez faire? Lança l'un d'eux. Elle était dans la poubelle, cria Mélanie. Elle est en train de mourir. J'ai besoin d'aide. Avant que les agents ne puissent répondre, les portes de la cuisine s'ouvrirent brusquement. Céleste Sinclair, enveloppée de soie et le mascara coulant après des jours de deuil public, hurla en voyant le bébé. Ava! Oh mon Dieu, mon bébé! Puis une ombre remplit l'embrasure de la porte. Jean-Luc Sinclair. Milliardaire. Patriarche. Un homme vidé par le chagrin et la rage. Dès qu'il vit Mélanie tenant l'enfant, quelque chose se brisa en lui. Vous, gronda-t-il. Comment osez-vous toucher ma fille? Mélanie recula instinctivement. Monsieur, je vous en prie, je l'ai trouvée, ne me mentez pas, rugit Jean-Luc. Vous l'avez prise. Vous l'avez jetée comme un déchet. Avant qu'elle ne puisse réagir, il arracha le bébé de ses bras. Son coude heurta son épaule. Mélanie glissa sur la pierre mouillée et s'écrasa dans une flaque de boue glacée. Et la douleur explosa dans tout son corps. Enfermez-la, ordonna Jean-Luc d'un ton glacial. La police s'en chargera. Ils la traînèrent à travers la pelouse et la poussèrent dans un local technique. Et la porte claqua. Et la serrure se referma. Seule dans l'obscurité, trempée, tremblante, Mélanie se recroquevilla sur le sol en béton, le poignet douloureux, l'âme fissurée. Je l'ai sauvée, murmura-t-elle à l'obscurité. Je l'ai sauvée. Des sirènes approchaient. Au commissariat de Neuilly-sur-Seine, Mélanie resta seule sous des néons aveuglants jusqu'à ce que la capitaine Renée Lefebvre entre dans la pièce. Lefebvre écouta. Vraiment. Les images de surveillance montraient Mélanie derrière la cuisine, mais des images cruciales manquaient. Effacez. Ça n'arrive pas par accident, dit Lefebvre doucement. Mélanie fut relâchée, mais le mal était fait. Elle était licenciée. Sans abri. Publiquement présentée comme une criminelle. Une seule personne lui ouvrit sa porte. Madame Edith Laurent, une femme âgée faisant partie du personnel du domaine. Ils avaient besoin d'un coupable, dit Edith doucement. Et vous étiez pratique. 3 nuits plus tard, un homme nommé Marc Delorme, ancien agent de maintenance, retrouva Mélanie. Il y a un système de caméras de secours, murmura-t-il. Ils l'ont oublié. Sur son téléphone, Mélanie regarda des images granuleuses. Une femme mince, pressée, portant un bébé emmailloté à travers le patio à 4h26 du matin. Pas Mélanie. Et la femme déposa le paquet près des poubelles et s'éloigna. Marc la regarda droit dans les yeux. C'est Céleste Sinclair. L'affaire éclata au grand jour. Gérard Moreau, le jardinier de longue date, se manifesta. Il avait vu Céleste dehors ce matin-là. Puis Brigitte Renaud, l'assistante de Céleste, s'effondra et remit un enregistrement audio. Et la voix de Céleste, froide et indiscutable, ce n'est pas ma fille. C'est une tâche. Je l'ai mise là où personne ne la trouverait. Il n'y avait plus aucun doute.
Céleste Sinclair fut arrêtée pour tentative de meurtre, mise en danger d'enfants et obstruction à la justice. Les menottes se refermèrent autour de ses poignets sous les yeux du domaine qu'elle avait autrefois régné, le même endroit où le pouvoir l'avait protégée pendant des années jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Jean-Luc Sinclair se tenait à proximité et regardait la scène. Il ne parla pas. Il n'avança pas. Il n'essaya pas d'adoucir le moment ni de détourner le regard. Pour la première fois depuis la disparition de sa fille, il se permit de voir la scène telle qu'elle était, brute, publique et irréversible. Dans ce silence, quelque chose se brisa en lui. Et elle vit enfin la vérité, non seulement à propos de la femme qu'il avait épousée, mais aussi sur lui-même. Sur la rapidité avec laquelle il avait choisi la colère plutôt que la raison. Sur la facilité avec laquelle il avait cru un mensonge parce qu'il correspondait à ses préjugés. Sur la façon dont sa richesse et son autorité l'avaient rendu aveugle à l'humanité qui se tenait juste devant lui. Alors que Céleste était emmenée, Jean-Luc comprit quelque chose qu'il ne pourrait jamais réparer. Sa fille avait été sauvée par la personne même qui l'avait condamnée. Et cette prise de conscience le hantrait bien plus longtemps que le bruit sec des menottes se refermant. Jean-Luc demanda à voir Mélanie. J'avais tort, dit-il doucement. Je vous ai jugé avant de vous voir. Mélanie ne s'adoucit pas. Vous ne m'avez pas trahi, répondit-elle. Vous l'avez trahi, elle. Puis il posa l'impensable question. Accepteriez-vous d'être la tutrice temporaire d'Ava? Dans un moment de calme, Jean-Luc montra à Mélanie une vieille photo. Et sa mère. Travaillant au domaine Sinclair des décennies plus tôt. Elle s'appelait Denise Dubois, dit Jean-Luc. Elle comptait ici. Je m'en souviens. Mélanie comprit quelque chose de douloureux et de puissant. Elle n'avait jamais été invisible. Elle avait été effacée. La salle d'audience était silencieuse lorsque Mélanie témoigna. J'ai trouvé un bébé dans une poubelle, dit-elle d'une voix ferme. Et j'ai choisi de ne pas détourner le regard. Les preuves étaient accablantes. Céleste Sinclair fut reconnue coupable de tous les chefs d'accusation. Les services sociaux accordèrent finalement la tutelle légale permanente à Mélanie, reconnaissant non seulement son rôle dans le sauvetage de la vie du bébé, mais aussi la stabilité, la protection et l'amour inconditionnel qu'elle lui avait déjà offert. Ce n'était plus temporaire, plus incertain, cet enfant était à elle. Le bébé fut officiellement nommé Ava Sinclair Dubois, un nom choisi avec soin et intention. Sinclair reconnaissait ses racines biologiques, non comme un symbole de pouvoir ou de richesse, mais comme une vérité qui ne pouvait plus être effacée. Jean-Luc Sinclair resta présent dans la vie d'Ava, mais son rôle avait changé. Il n'était plus l'autorité incontestée ni l'homme qui croyait que l'argent pouvait tout résoudre. Il devint quelqu'un qui apprenait à écouter, à désapprendre ses préjugés et à être présent avec humilité plutôt qu'avec contrôle. L'avenir d'Ava ne reposait plus sur le silence ou les secrets. Elle était bâtie sur la vérité, la responsabilité et un amour prouvé quand cela comptait le plus. Un an plus tard, Ava courait pieds nus sur la pelouse du domaine, riant aux éclats. Mélanie la regardait, n'étant plus une femme de ménage, plus invisible. Elle était devenue une mère. Une protectrice. Une femme dont le courage silencieux avait réécrit un héritage bâti sur le pouvoir et le silence. Et tout avait commencé par un cri que personne d'autre ne s'était arrêté pour entendre. Cette histoire nous rappelle que le courage n'est pas bruyant. C'est le choix d'agir quand personne ne regarde. Et parfois, ceux que la société ignore sont ceux qui nous sauvent tous. Pourquoi, selon vous, la société est-elle si prompte à blâmer les plus vulnérables, même lorsqu'ils font ce qui est juste? Quelle partie de cette histoire vous a le plus marqué, et d'où nous regardez-vous aujourd'hui? N'oubliez pas de laisser vos impressions sur l'histoire du jour et merci de suivre Storyteller français. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.